Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Stélio, pionnier psychédélique, épisode 4. Et je rencontre ma mère, chose aussi assez incroyable. Parce que je m'attendais à la voir en vision, je m'attendais à percevoir, à revenir, à revivre certains passages. Je m'attendais à plein de choses, mais je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle est rentrée dans la pièce, concrètement. Et j'ai pu la toucher, et tout ça, et j'étais avec ma mère qui était morte. Dans cet épisode, Stélio va nous raconter son initiation à l'iboga. L'iboga, c'est une plante qui pousse en Afrique équatoriale et qui est utilisée depuis au moins 2000 ans par les pygmées comme instrument de connaissance et comme processus thérapeutique. Aujourd'hui, il existe au Gabon un rite initiatique, le Bwiti, dans lequel l'iboga a un rôle central. Les initiations à l'iboga sont des expériences extrêmes, plus profondes encore que peuvent l'être les séances d'ayahuasca. Ça dure plusieurs nuits et ceux qui l'ont vécu parlent souvent de one-way ticket. Il n'y a pas de retour possible, l'expérience vous transforme à vie. On peut classer l'expérience de l'iboga dans les expériences hallucinogènes puisqu'il y a beaucoup de visions, mais les effets sont très différents des psychédéliques occidentaux comme le LSD ou les champignons. Si vous avez écouté les premiers épisodes du témoignage de Stélio, vous ne serez pas surpris d'apprendre que quand il a eu l'occasion d'essayer l'iboga, il l'a fait et c'est ce qu'il va vous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'iboga, en fait, c'est lié à la mort de ma mère. Ma mère est morte dans des conditions assez jeunes, elle avait une cinquantaine d'années, et dans des conditions terribles. Et je l'ai aidée à mourir. Bon, je ne vais pas raconter en détail ce qui s'est passé, mais personne autour de moi se sentait capable d'accomplir ce geste. Elle était en train de souffrir comme une bête, et elle était condamnée, plus que condamnée, et il fallait la faire mourir, et moi je me sentais capable. En fait, je me sentais très capable même de le faire. Donc je l'ai fait. Ça m'a pas posé de problème, ni psychologique, parce que je suis très persuadé, disons, de ma conception, de ma vision des choses. Mais j'ai entendu parler de cette plante donc qui permettait de rencontrer les morts. Parce que c'est ça, l'iboga. L'iboga, ça te met en contact avec les morts. Pas uniquement avec leur esprit, mais concrètement avec les morts. Alors je savais ce que concrètement voulait dire, bien sûr. C'est pas dans mon cadre de pensée de croire qu'on va rencontrer réellement des morts. Mais toujours pareil, le symbolique, le travail sur le symbolique. Et quelle forme le symbolique allait prendre et qu'est-ce que j'allais rencontrer vraiment. Mais je voulais à tout prix faire l'expérience. Et puis on parlait aussi d'une 3 jours, 3 nuits. Je trouvais ça assez stimulant comme effet au long cours. J'ai toujours aimé les effets au long cours, là. 3 jours, 3 nuits. Et quelque chose de très extrême. Les gens qui avaient testé et l'ayahuasca et l'iboga, tu sais que l'ayahuasca c'était de la petite bière à côté, c'était léger à côté de l'iboga. L'iboga, il y avait ce côté définitif, radical. Donc j'étais intéressé. Et j'ai appris par hasard, je ne me rappelle plus comment, qu'en France, Malindi, c'était le début, et il faisait des initiations. Alors initiation, faut revoir le terme, parce que l'initiation c'est un corpus complet. Ça dure un mois, il faut être initié normalement aux pratiques rituelles, etc., etc. Il y a tout un aspect religieux à l'initiation, qui ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'est prendre la plante. Et prendre la plante, il n'y avait aucun moyen de me faire venir en France. C'était pas possible. Je connaissais personne. Et ce Malindi, il faisait des sessions d'iboga en France, pas très loin de chez moi, en Ardèche, en plus. Donc je les rencontre, on discute, je leur explique que je suis pas là pour guérir, je suis pas là pour me soigner. J'ai une longue pratique assez marginale des drogues hallucinogènes. Et je lui demande, parce que normalement la cure, à cette époque-là, il donnait quelques cuillères. C'était souvent suffisant, mais c'était quelques cuillères. Et je lui demande si je peux en prendre toujours, pareil, mon histoire de quantité, si je peux en prendre plus, beaucoup plus. Et après discussion, ils doivent réaliser que je suis capable, que je peux, il accepte. Il me dit t'en prends tant que t'en veux, en fait, tu m'appelleras et tu prends. Donc j'ai la possibilité
de faire au niveau la même initiation, mais ça, le côté qui me gêne un petit peu, c'est-à-dire le côté rituel, etc., qui m'intéresse pas plus que ça. Bien qu'il y ait le vrai rituel bouti à cette époque encore. Quand il venait, il faisait le vrai rituel bouti qui durait 3 jours, avec les costumes, les danses, les chants, c'était assez beau et assez puissant. Et donc, on prend l'Iboga. Avec moi dans la chambre, il y a un Gabonais et un moine bouddhiste qui a fait 4 ans d'isolement, comme c'est la règle dans le bouddhisme Mahayana, je crois que c'est Vajrayana ou Mahayana, je sais plus. Donc il a été moine, il a fait 4 ans de trucs, il est très, très moine, très moine bouddhiste. Et lui, il vient pour un problème physique ou psychologique, je me souviens pas. Il est accompagné d'une jeune femme, mais c'est pas mixte, qui elle vient pour une bouddhiste aussi, de Karmaling. Elle gère quelque chose à Karmaling, au centre de Savoie. Là. Et elle vient pour l'illumination, pour une autre raison. Donc première nuit, on avale l'Iboga, et là, pareil, incroyable. Incroyable, les effets, la folie, la puissance du truc est tellement variée avec tellement de dégâts autour. Je passe par plein de phases avec l'Iboga. Normalement, l'Iboga est construit selon un rythme spécifique. La première nuit, c'est la nuit de la mort, où tu pénètres dans la mort, etc. Tu descends en toi, organiquement, physiquement, physiologiquement, psychologiquement, spirituellement. Et c'est une grande nuit. Et la deuxième nuit, c'est la nuit du jour, où tu te réveilles, où tu t'illumines, etc. Moi, j'ai vécu l'expérience inverse. Ma première nuit a été incroyable au niveau vision, avec des visions. J'avais jamais vécu des visions aussi signifiantes. Et avec tout le côté époustouflant de l'Iboga. Et je croyais avoir tout vu en matière d'hallucinogènes. Et quand j'ai découvert l'Iboga, je me suis aperçu que cette technologie-là, il n'y avait aucun équivalent. Et avec l'Iboga, tu as vraiment conscience de l'aspect technologique, que c'est vraiment une technologie. Et là, le terme, il n'est pas exagéré. C'est-à-dire, tu apprends à aller en avant, en arrière dans la vision. Ralentir, faire des zooms, etc. Accélérer, diriger, demander, aller. C'est une vraie technologie. Et je réalise ça, ce premier soir. Et je suis bombardé de visions symboliques, magiques, assez incroyables, sur l'origine de l'humanité, sur les galaxies, sur des thèmes qui ne m'intéressaient pas des plus, mais qui, présentés sous cet angle-là, étaient époustouflants. Et en même temps, parce que c'est très long, et chaque seconde, elle est tellement intense sous l'Iboga. Et c'est très long, 3 jours, 3 nuits, c'est long. Long et très intense. Alors la première partie, avec l'Iboga, elle est très psychologique. Il y a un côté Jiminy Cricket. Cette première phase, et beaucoup de monde l'ont expérimenté, cette première phase, tu fais une sorte de flashback géant sur toute ta vie passée, et tu revis toutes les situations où tu as blessé du monde, mais tu ne les revis pas de ton côté, tu les revis de son côté. Et c'est bouleversant. Les situations, c'est très anodin parfois. Ça peut être dans l'école de maternelle, t'as tiré les cheveux à une fille, où tu l'avais complètement oublié, tu savais même plus que ce détail existait dans ta vie. Et l'Iboga, il est méticuleux, chaque détail, tu vas le vivre. Et on en a fait des saloperies dans une vie. Tu vois, des saloperies, le terme, il est exagéré, mais des actes blessants, on en réalise. Et on s'arrange avec les actes blessants. Justement, il y a un processus d'autorégulation qui fait que tu t'arranges avec tes actes blessants. Tu te trouves des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, ou tu vas culpabiliser. Mais c'est pas grave. Le vivre sous l'angle de l'autre, c'est génial d'une certaine manière, et c'est horrible. C'est horrible. Et de se voir sous cet angle-là, de percevoir tout le biais qui a mené à blesser, c'est terrible. Et ça, une fois que tu l'as vu, tu es guéri de ça. Tu es guéri de ce genre de conneries en général. Quoi, guéri ? Au moins momentanément, mais tu es guéri.
Et donc c'était ce premier passage qui est très éprouvant en fait, mais qui à la fois est fascinant, quoi, moi qui m'a fasciné, parce que je me suis dit comment une plante elle peut induire ce genre, et comment c'est possible que dans ma mémoire j'ai conservé tous ces petits détails qui en fait me paraissaient sans importance. Et là je voyais en fait que c'était capital, chaque seconde elle est capitale, chaque petit geste il est capital, même si on n'y met pas l'intensité nécessaire, mais chaque seconde elle est capitale. Et donc l'Iboga est à cette première leçon. Elle est assez longue, assez éprouvante. On te distribue des Kleenex parce que tu chiales beaucoup. Tu as une longue période où tu te dis, je suis vraiment une merde. Mais bon, tu es beaucoup, donc ça te rassure. Mais ça te purge, et tu te purges, et en même temps, tu es très malade. Donc tu vomis, tu te vides. C'est tellement éprouvant qu'on te prend les clés de la voiture, parce que tu risques de t'enfuir. Tu vois, t'es pris de panique, de te dire, des Africains ils m'ont kidnappé, ils sont en train de m'empoisonner, de me faire un truc. Tout le monde est obligé de se dire ça. Tellement c'est fort. Et ça, ils nous l'avaient expliqué, les Gabonais. Il y a même une sorte de fond de racisme universel qui ressort chez tout le monde. Et ils nous l'avaient prévenu. Ils nous avaient dit, vous allez voir, vous allez dire, nous on fait pareil vous, les blancs, nous, les noirs. T'as pas confiance aux noirs. À ce moment-là, même si t'es le moins raciste du monde, etc., etc. Mais là, d'un coup, c'est des noirs. C'est des noirs qui m'ont donné ça. Et tu le sens, et c'est fou quand même de sentir. Et tu apprends beaucoup, en fait, sur la vulnérabilité qu'il y a à être de homme. Tu vois. Et tout ce qu'on lisse, qu'on arrange pour pas montrer des tas de choses. Là, tout est cru. Très cru. Moi, j'ai trouvé cru la première partie. Mais là, elle n'est pas vraiment psychédélique. Elle est plutôt psychanalytique. Mais c'est une vraie psychanalyse. Et le génie de cette plante, c'est de se placer à un angle, sous un biais unique. Où tu as une vision de la situation qui est impensable. C'est-à-dire, je me vois, je ressens. Et je fais du mal, c'est à moi que je fais du mal, en fait. Et voilà. Donc, cette première partie, je l'ai trouvée phénoménale. Et d'un coup, je suis passé de l'autre côté. Parce qu'il y a 3 types de visions. T'as des visions noir et blanc, souvent elles concernent le passé. D'ailleurs, c'est trop fou, c'est très fou, quoi, logique. T'as des visions en couleur, puis t'as des visions en hyper couleur, avec pixelisation, on dirait des dessins animés presque. Miyazaki ou des trucs avec autant mais en beaucoup beaucoup plus perfectionné. Avec Miyazaki, c'est le Moyen-Âge, quoi. Là, c'est le futur. Et c'est très fou de penser que les Pygmées, le peuple le plus primitif de la Terre, a la technologie qui, selon moi, est la plus avancée de la Terre. Et il y a à l'intérieur de l'Iboga quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Les initiés refusent de parler de cet aspect-là. C'est encore l'aspect extraterrestre. Pourtant, je crois pas à ces trucs-là. Mais il y a dans l'Iboga, et ça fait partie du secret du Bouti, il y a une connexion avec une intelligence avancée, technologique avancée, très technologique, puisque je l'ai vu, elle se connecte, elle se branche à toi, à des endroits, etc. Et qui font partie des secrets du Bouti, et qui font partie des entités du Bouti. Mais t'as pas le droit, moi je suis pas initié, donc j'ai le droit d'en parler. Et parce que tous les initiés à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit, ouais, mais nous, oui, mais le secret du Bouti, blablabla. Moi, je suis pas initié, je peux parler de ça. Un des secrets du Bouti, c'est ça. C'est cette connexion avec cette intelligence. Alors, extraterrestre, c'est vraiment à prendre au sens premier, pas terrestre. Alors, quelle est cette intelligence? Et très technologique. Et très avancée. Très, très, très avancée. Une technologie tellement avancée que tu as l'impression d'avoir une soucoupe volante entre les mains et que tu sais pas t'en servir, tu vois, au départ. Parce qu'après, quand tu commences à savoir t'en servir, tu peux revenir en arrière, zoomer, demander des détails, poser des questions, t'as des réponses, c'est assez incroyable. Tu vois, la CID, il te répond pas. Ou rarement. Là, ça te répond, ça te parle, ça te dirige, c'est très organisé, c'est très structuré. Et tu sens que derrière, il y a une grande pratique. Alors d'où elle vient? J'ai du mal à croire que ça vient que du Gabon et du Pygmée. Mais bon, je connais pas grand-chose dans ce domaine-là de l'archéologie ancienne. Mais de prendre des plantes hallucinogènes, ça m'a fait reconsidérer complètement le passé le plus ancien de l'humanité. Parce qu'il y a dans ces plantes-là la preuve, pas tangible, pas concrète, difficile à diffuser, mais malgré tout la preuve que très loin dans le passé, une intelligence très avancée était déjà à l'œuvre. Mais très avancée même technologiquement et concrètement. Donc voilà, ça paraît un peu allumé, mais ça fait partie des trucs que j'ai réalisés ce soir-là sous Iboga. Et donc, je passe en hyper-couleur et je passe dans un flux de vision qui a duré des heures et des heures, et que je suis encore aujourd'hui en train de décortiquer, d'expliquer, de comprendre, etc., et qui va sûrement meubler toute ma vie. C'est comme si on me donnait un champ d'études,
et qui allait durer toute ma vie. Et que je finirais certainement pas, à la fin de ma vie, à tout expliquer. Là, j'en suis encore, la semaine dernière, j'ai encore résolu un problème posé sous Iboga il y a 20 ans. Et je l'ai résolu là, à travers un rêve, etc., etc. Donc c'est un jeu de piste, d'une certaine manière. Et là, c'est très impersonnel, très basé sur les secrets de l'univers, tu vois. Et ça va du cosmos, tu es là pendant le Big Bang, la création des galaxies. Tu es là dans la sève des plantes qui circulent, mais tu es vraiment là en hyper couleur, c'est assez incroyable. Dans l'esprit des animaux, la création, la fin du monde, c'est beaucoup très apocalyptique aussi, l'Iboga. Il y a toujours une consistance apocalyptique dans les visions. Pourquoi, j'en sais rien, mais moi j'avais les arbres qui partaient dans le ciel, comme la NASA, les fusées, mais c'était des arbres qui partaient tous dans le ciel. Et c'était un spectacle incroyable, Incroyable. Donc là, je m'en mets plein les yeux, plein le cœur, plein l'âme, et je suis fasciné, et j'ai pas souffert. Tout le monde me dit, cette plante, c'est la souffrance, c'est la mort, c'est le truc, mais moi je suis au paradis. Je suis bombardé des visions les plus profondes, et les plus spirituelles, et les plus intéressantes de l'univers. Et ce soir-là, je me dis, faut vite que je sorte d'ici, et que j'aille dire à tout le monde, tout ce que je connais, venez, j'ai trouvé le truc, c'est le meilleur. Et vraiment, je me dis, ouais, vite que je sorte, que ce soit fini, que je puisse aller diffuser le message. Mais il y a la deuxième nuit. Et j'avais pas prévu la deuxième nuit. Je pensais continuer sur la même ligne, moi je reprends encore plein d'Iboga et je pensais revenir au pays de la montagne magique et de tout ça, voler au milieu des trucs avec les... Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là je vis une sorte de torture. Torture physique et d'enterrement. Je m'enterre et... À nouveau c'est pleine vision et c'est très dichotomique en fait. Et je crois pas trop à la dichotomie, mais là j'ai cru. Entre la lumière et là c'est très obscur. Et je rencontre ma mère, chose aussi assez incroyable. Parce que je m'attendais à la voir en vision. Je m'attendais à percevoir, à revenir, à revivre certains passages. Je m'attendais à plein de choses, mais je m'attendais pas à ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle est rentrée dans la pièce, concrètement, et j'ai pu la toucher. Et tout ça, et j'étais avec ma mère qui était morte. Mais cette séquence réelle, elle a duré quelques secondes. Très bouleversante, très émouvante, avec tout ce qui s'était passé, etc. Et soudain, on passe en hyper couleur. Je vois sa maladie, son cancer, se monter petit à petit, à travers, partir de sa poitrine, monter dans sa gorge, monter jusqu'à son œil, puis sortir de son œil sous la forme de Smarties, tu sais, les petits chocolats, de toutes les couleurs, et venir dans ma bouche. Et moi, devenir tout petit, à 8 ans. Et avec une bouche ronde, et rentrer les Smarties dans ma bouche, comme ça. Tu vois, c'est une chose incroyable. Passer d'une vision aussi solennelle, de rencontrer la mère morte dans des conditions tragiques et problématiques, un truc très émotionnel, très sérieux, et d'un coup passer à un dessin animé un peu délirant, où j'ai 8 ans et j'avale des Smarties. C'est ça aussi, les visions. Il y a aussi ce côté difficile à expliquer et pas du tout logique. Après, j'ai compris ce que ça voulait dire. Après, mais il n'y a rien d'évident, rien n'est donné, en fait. Les visions, elles sont données, mais après, il faut les déplier. Donc, je sors de ce truc, un petit peu, de cette situation-là, notamment, un petit peu déstabilisé. Parce qu'en effet, j'ai rencontré un mec, en effet, j'ai compris ce qui s'est passé entre nous, etc. Mais je comprends pas non plus ce qui s'est passé, parce que je l'ai touchée, elle était vraie, c'était pas une vision, j'ai l'habitude d'avoir les visions. Il y a des gens qui peuvent se tromper, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre des hallucinogènes, et ils peuvent confondre des visions, des états... Mais je crois que je suis très au courant là-dessus. C'est très difficile pour moi de me tromper entre une vision, panique. Et là, je sais très bien qu'elle n'était pas dans la pièce. Mais elle y était, et je l'ai touchée. Alors, ça me questionne sur la réalité. Sur l'essence de la réalité, sur la constitution même de la réalité. Parce que là, elle était là, je l'ai touchée. Après, elle est devenue en hyper couleur, on s'est transformé en vision, mais au départ, on était concret. Et à ce moment-là, évidemment, j'étais sous l'influence d'un produit, mais je sais reconnaître la différence entre une vision. Donc,
ça m'a beaucoup questionné. Sur la nature de la réalité. Après, aujourd'hui, il y a Nick Bostrom, Elon Musk, qui émettent leur théorie sur le monde, la réalité comme simulation informatique, qu'on serait dans une simulation informatique, etc., etc. C'est pas du tout ça. Mais le questionnement, il part de la même... sur la nature réelle de la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité ? Autre que des symboles auxquels on réagit. Mais est-ce qu'il y a concret, ça veut dire quoi ? Objectif, ça veut dire quoi ? Réel et irréel, ça veut dire quoi, finalement ? Plus tu creuses, et moins tu as de réponses faciles, simples, digestes. Plus tu creuses, et moins tu avances.